Bonjour à tous, vraiment content de vous retrouver pour travailler à nouveau sur Gargantua. On va faire une explication linéaire qui est celle du chapitre 21, l'étude de Gargantua selon la discipline de ses précepteurs sophistes. Et comme au début de chaque explication linéaire, il faut commencer par présenter l'œuvre et ensuite présenter le passage. Donc allons-y. Gargantua, donc, c'est un roman qui a été publié par Rabelais en 1534. Il l'écrit après Pantagruel, pourtant Gargantua raconte la vie du père de Pantagruel. Donc il décide de revenir en arrière pour raconter la vie de son père. C'est le principe d'un préquel. Donc c'est quand la suite raconte en fait quelque chose qui s'est passé avant. Donc c'est ce qui se passe notamment dans la série des Star Wars, puisqu'à partir du 4, en fait, le quatrième film nous raconte des choses qui se sont passées avant 1, 2, 3. Il y a beaucoup d'autres exemples, Batman Begins ou X-Men Origins. Il y en a beaucoup. Mais revenons à Gargantua. Rabelais, donc, c'est un écrivain humaniste, c'est-à-dire qu'il appartient à ce mouvement de la Renaissance, ce mouvement qui, dans toute l'Europe, voit des personnes combattre, voit des savants, des intellectuels, lutter pour placer l'homme au centre de leurs réflexions, notamment pour remettre en question la prétendue philosophie de ces sophistes, de ces prétendus sages qui appliquent aveuglément des préceptes inutiles. Et justement, ce passage va faire la satire du sophisme et de l'éducation de cette théologie désuète, surannée, à l'opposé des valeurs de l'humanisme. Pour résumer les chapitres précédents, et pour situer le passage qu'on va étudier, le géant Gargantua a bien grandi. D'abord, il a été placé sous la responsabilité de maîtres sophistes, parmi lesquels il y avait le grand maître Tubal Holoferne, qui en fait était un précepteur catastrophique qui a rendu Gargantua sot et ignorant, selon les mots de Ponocrate, son nouveau précepteur là. Et justement, il vient d'être placé sous la responsabilité de Ponocrate maintenant, et ils viennent d'arriver à Paris. À Paris, Gargantua s'est assis entre les deux tours de Notre-Dame et il a uriné sur les Parisiens. Il a aussi volé les cloches de Notre-Dame, donc c'était pas un très bon. Le premier contact n'était pas excellent, mais ça va mieux maintenant. Il a rendu les cloches, il a confié sa jument aux Parisiens qui l'ont mise dans la forêt de Fontainebleau. Et maintenant, Gargantua est prêt pour véritablement commencer son éducation avec son nouveau maître. Et donc c'est le moment où on passe à la lecture du texte ici. Cela fait, il voulut à tout prix étudier selon l'avis éclairé de Ponocrate. Mais pour commencer, celui-ci lui ordonna de se comporter suivant son habitude, afin de comprendre par quelle méthode ses anciens précepteurs avaient pu le rendre si sot, niais et ignorant en disposant d'autant de temps. Il employait donc sa journée de telle façon qu'il s'éveillait d'ordinaire entre 8 et 9 heures, qu'il fît jour ou non. Ainsi l'avaient ordonné ses anciens précepteurs, s'appuyant sur ce que dit David, « C'est vanité de vous lever avant le jour ». Puis il gambadait, sautait, et se vautrait au milieu du lit pendant quelque temps, afin de mieux réjouir ses esprits animaux. Il s'habillait selon la saison, mais portait volontiers une grande et longue robe de grosse étoffe de laine fourrée de renard. Ensuite, il se coiffait avec le peigne d'almin, c'est-à-dire avec ses 4 doigts et son pouce. En effet, ses précepteurs disaient que se peigner, se laver et se nettoyer autrement, c'était perdre son temps en ce monde. Puis, il fiantait, pissait, vomissait, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait, enlevait sa morve comme un archidiacre et, pour abattre la rosée et le mauvais air, son petit déjeuner se composait de belles tripes frites, de belles viandes grillées, de beaux jambons, de belles grillades de veau et de nombreuses soupes du matin. Ponocrate lui expliqua qu'il ne devait pas manger si vite au saut du lit, sans avoir fait au préalable un peu d'exercice. Gargantua répondit « Quoi ? N'ai-je pas fait suffisamment d'exercice ? Je me suis vautré en faisant 6 ou 7 tours dans le lit avant de me lever. N'est-ce pas assez ? Le pape Alexandre faisait ainsi malgré les envieux. Mes premiers maîtres m'y ont habitué en disant que le déjeuner favorisait une bonne mémoire. C'est pourquoi ils étaient les premiers à boire. Je m'en trouve fort bien et n'en digne que mieux. Et maître Tubal, qui fut premier de sa licence à Paris,
me disait que tout l'avantage ne consiste pas à courir bien vite, mais plutôt à partir de bonne heure. Aussi n'est-ce pas favorable à la santé de tout humain de boire des tas, comme des cannes, mais effectivement de boire matin, d'où le proverbe « Lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur ». C'est la routine matinale de Gargantua qui nous est décrite ici, ou plutôt son ancienne routine, puisque Ponocrate lui demande de la répéter, et cette routine, elle lui a été dictée donc par Tubal Holoferne et par les autres maîtres sophistes. La problématique pour ce texte, la problématique que j'ai choisie pour ce texte, c'est comment ce récit comique de la routine matinale absurde de Gargantua fait-elle la satire de la conception de l'éducation selon les sophistes. Pour ce texte, la question de problématique qui va guider notre lecture, c'est comment ce récit comique d'une routine matinale absurde fait-elle la satire de l'éducation des mauvais maîtres. Et on peut distinguer 3 mouvements dans ce texte. Le premier sera très court. Le premier, c'est la démarche de son nouveau maître, Ponocrate, qui cherche à connaître et comprendre son élève pour adapter son enseignement. Ensuite, le deuxième mouvement, il va aller jusqu'à de nombreuses soupes du matin ici, et c'est la routine en elle-même, la description de ses habitudes qui sont absurdes et comiques. Et ensuite, le dernier mouvement, le troisième mouvement, jusqu'au proverbe final, c'est un petit dialogue entre le nouveau maître de Gargantua et Gargantua, donc entre Ponocrate et Gargantua, où on remarque que Gargantua a intégré les mauvais préceptes et les mauvaises justifications de ses anciens pédagogues. Passons maintenant au développement et à l'étude des mouvements. Ici, au début du premier mouvement, le « cela fait » fait référence à ce que j'ai résumé tout à l'heure, ce que j'ai évoqué rapidement, c'est-à-dire la restitution des cloches par Gargantua, qu'il avait volé, et le fait qu'il confie aux Parisiens sa jument. Et maintenant que ces péripéties sont passées, il a envie d'étudier. C'est un bon élève, Gargantua en tout cas. Il a de bonnes dispositions mentales, il a la volonté, la détermination d'étudier. Il voulut à tout prix étudier. Et il a confiance dans ce nouveau maître qui lui est donné, l'avis éclairé de Ponocrate, qui remplace donc les anciens maîtres. Mais l'adversatif ici nous montre ou nous annonce qu'on n'aura pas affaire à la bonne éducation de Ponocrate immédiatement. D'abord, il faut passer par une première étape, un commencement. Et c'est Ponocrate qui l'ordonne ici, qui l'exige, parce que Ponocrate est un bon maître. Il veut savoir ce qu'il doit corriger chez son élève. Il veut connaître Gargantua avant de le mener sur la voie d'une meilleure éducation, d'une bonne éducation. Donc il veut comprendre ce qui ne va pas. Pour cela, il se contente d'observer. Il n'intervient pas d'abord, et même il demande à Gargantua de simuler une journée normale, une habitude normale de Gargantua. Donc on va commencer par le matin. Et puis, une chose amusante, c'est que Ponocrate ici parle un peu à travers la narration, lorsque dans une sorte de discours rapporté au style indirect libre, lorsque le narrateur dit par quelle méthode ses anciens précepteurs avaient pu le rendre si sot, niais et ignorant en disposant d'autant de temps. On comprend que c'est Ponocrate ici qui se dit « Waouh, mais quel prodige, c'est un miracle d'avoir réussi », alors qu'ils avaient énormément de temps pour façonner cet élève, pour le rendre meilleur, un miracle de l'avoir rendu sot, niais et ignorant. C'est une très belle énumération de quasi-synonymes ici, sot, niais et ignorant, qui sont tous les trois placés mis en intensité, placés sous l'emphase du si. Passons maintenant au cœur du texte, à ce deuxième mouvement, où la routine va être racontée en commençant par le réveil, et il nous dit, Gargantua, qu'il a lu à 8 et 9 heures. C'est plutôt tard, on verra plus tard que Ponocrate préconise de se réveiller plus tôt pour étudier, mais surtout, qu'il fit jour ou non. C'est ça qui est important, parce que le problème des sophistes, c'est qu'ils ne prennent pas en compte le cycle naturel jour-nuit, alors que Ponocrate, et on comprend que derrière lui Rabelais, recommande de plier sa vie
à la nature, aux lois de la nature, en tout cas à ses règles et à ses cycles naturels. Et surtout, la justification de ce réveil plutôt tardif, c'est un argument d'autorité qui vient de la Bible, qui vient du livre de David dans la Bible, puisque ce que disent les anciens précepteurs, et ici on comprend que Gargantua rapporte les paroles qu'il a bien apprises de ses anciens précepteurs, c'est vanité de vous lever avant le jour, donc ici l'argument d'autorité. Déjà, Rabelais se méfie des arguments d'autorité, c'est-à-dire de ces références à un texte ou à un auteur très respecté pour valider une thèse, mais en plus ici, elle est très mal utilisée cette citation, car elle est complètement sortie de son contexte, mal traduite en plus, parce que en fait, normalement, dans les traductions habituelles, ce psaume dit plutôt « il est vain de se lever matin », et c'est dans un contexte qui est ici pas du tout pris en compte, et qui prend dans un sens littéral cette remarque, qui est évidemment dans un contexte figuré et conditionnel dans le psaume dont elle est tirée. Une petite énumération poursuit pour la journée de Gargantua, qui est assez drôle, ou en tout cas sa tournure, l'ordre dans lequel les actions de Gargantua sont révélées, est assez drôle, puisqu'il gambade, saute. C'est pour l'instant l'image d'un garçon actif. Il gambade, saute, et ensuite se vautre, donc ça veut dire se jette, tombe au milieu du lit. Et là on comprend, avec ce complément circonstanciel de lieu, cette précision, que en fait ces gambades, ces sauts, ne sont pas des activités sportives ou physiques, qu'elles ont lieu dans son lit. Ici encore, l'habitude est justifiée, la recommandation des sophistes est justifiée afin de mieux réjouir ses esprits animaux, donc ce serait pour que les pulsions animales de Gargantua soient satisfaites. Ensuite, l'habillement de Gargantua, encore une fois, pourrait nous sembler bon. Il s'habillait selon la saison. Voilà quelque chose qui semble tout à fait logique, naturel, plutôt bon, plutôt sain. De même qu'on commençait par « puis il gambadait, sautait », ok, ça semble être de bons préceptes. Mais portait volontiers une grande et longue robe de grosse étoffe de laine fourrée de renard. Cette deuxième partie de la phrase contredit complètement la première. S'habiller selon la saison, ce n'est pas porter volontiers un vêtement si lourd, si épais. Les adjectifs contribuent à épaissir ce vêtement, grande, longue, grosse. Donc cette robe, elle est à la fois de laine et de renard. Elle a l'air vraiment très chaude, et en plus d'être seulement appropriée à l'hiver et aux temps les plus froids, c'est aussi une manière, sans doute pour Rabelais, d'indiquer la paresse, une espèce de confort dans lequel avaient placé les précepteurs de Gargantua. Le nom de Ponocrate indique qu'il va sans doute pas laisser Gargantua être paresseux et être dans un trop grand confort, parce que Ponos Krates, ça veut dire en grec la force ou la force du travail. Ponos veut dire travail ou le pouvoir du travail. La phrase suivante prépare un jeu de mots, puisqu'on y apprend que c'est avec le peigne d'Almain que Gargantua coiffe ses cheveux. Et le peigne d'Almain, en fait, rappelle le nom d'un théologien, et c'est un jeu de mots entre la main et ce théologien sophiste que Rabelais critique ici au passage à travers ce calembour, ce jeu de mots. Encore une fois, on a la même logique en fait. D'abord, on a la première partie de la phrase qui attise notre curiosité et qui nous semble logique. Il se coiffait avec un peigne, ça semble plutôt correct, et disons Ponocrate n'aurait rien à redire, mais ensuite on découvre ce que ça signifie ici. 4 doigts et son pouce, donc évidemment sa main. Et puis à nouveau, il y a une justification par les précepteurs avec des paroles rapportées au style indirect des précepteurs qui ont indirectement ont la parole ici, puisqu'ils prétendent que se peigner, se laver, se nettoyer ne sert à rien. Ils disaient c'était perdre son temps en ce monde. Ce sont des personnes, ces anciens et mauvais précepteurs,
qui non seulement ne prennent pas compte du cycle naturel des saisons et du jour et de la nuit, mais en plus qui laissent Gargantua dans une espèce d'animalité, dans sa saleté, puisque non seulement ils veulent réjouir ces esprits animaux, mais en plus ne pas le laver, donc un manque d'hygiène déplorable. La suite va confirmer d'ailleurs ce manque d'hygiène avec une énumération où il faut remarquer les sonorités qui imitent les déjections de Gargantua. Fiantait, pissait, vomissait, rôtait, pétait, bâillait, crachait, toussait, sanglotait, éternuait. Beaucoup de T, mais aussi des sons S et H qui imitent ce manque d'hygiène et aussi cette scatologie de Gargantua ici à laquelle il se livre. L'énumération n'était pas terminée, puisqu'ensuite elle continue avec enlever sa morve comme un archidiacre, où la mention de l'archidiacre est encore une manière de s'en prendre sans doute aux théologiens, aux clergés les plus élevés, aux membres du clergé les mieux placés, et on verra qu'il y aura aussi une attaque directe à un pape dans le troisième mouvement. Pour justifier le petit déjeuner exagéré de Gargantua, alors qu'il n'a encore rien fait de sa journée, on dit que les précepteurs disent que c'est pour abattre la rosée et le mauvais air, ce qui est volontairement quelque chose de très flou. Qu'est-ce que ça veut dire abattre la rosée et le mauvais air? Peut-être gagner ses esprits au réveil rapidement, abattre le mauvais air. Sans doute, oui, sortir du brouillard de la nuit. Et pour ça, ce qu'il préconise, c'est cette énumération de nourriture très carnée ici, et surtout belle, puisque l'adjectif est répété 3 fois sous sa forme féminine et masculine, ce qui n'est pas... Non, 4 fois, pardon, puisqu'il y a aussi les belles tripes frites. Ce qui n'est pas l'habitude des énumérations de Rabelais, parce que Rabelais, d'habitude, fait des énumérations très diverses. Ici, non, c'est très répétitif. Et on finit par les nombreuses soupes du matin, seulement celles du matin. Et Ponocrate va arrêter là son élève. C'est comme si jusqu'à maintenant il observait, et là il n'en peut plus. En tout cas, il ne peut pas s'empêcher de faire une remarque et de commencer son enseignement avec cette première explication. Ne pas manger si vite au saut du lit. Et ici, cette explication, c'est pas une éducation par les études, c'est une éducation par le style de vie, par la routine d'abord, parce que c'est ce qui compte en premier, avoir une vie saine. Et vous connaissez sans doute le fameux proverbe latin mens sana in corpore sano, c'est ce qui importe en premier lieu à Ponocrate, c'est ce qu'il veut corriger d'abord chez son élève. Il ne dit pas qu'il ne faut pas manger, il dit qu'il faut manger après avoir fait un peu d'exercice. Et Gargantua aura une réponse ici, qui va durer jusqu'à la fin du texte d'ailleurs. Il a trop intégré et accepté sans esprit critique les préceptes des sophistes. C'est pourquoi il pose d'abord 2 questions qui sont des questions rhétoriques. Il considère qu'il a suffisamment fait d'exercice quand il a justement gesticulé dans son lit. Il reprend le verbe de vautrer et même il compte les 6 ou 7 tours qu'il a fait dans son lit avant de se lever. Le fait qu'il les ait énumérés apporte un comique de précision qui est assez absurde ici. Et encore une fois, il va invoquer un argument d'autorité. Le pape Alexandre faisait ainsi. Mais le pape Alexandre, dès l'époque de Rabelais, était un pape très critiqué. D'ailleurs, c'est peut-être une référence à cela quand il mentionne les envieux. C'était un très mauvais exemple pour l'Église catholique, pour le haut clergé de l'époque. Et encore une fois, les coupables sont répétés. C'est surtout ses premiers maîtres qui justifient à chaque fois toutes leurs mauvaises habitudes. Le déjeuner favoriserait une bonne mémoire. Vous savez, Rabelais a aussi été médecin. Il a été moine et médecin, donc il peut parler à la fois de religion et de médecine à ses contemporains avec une certaine autorité. Ici, non, c'est ridicule de croire que
que manger favorise la mémoire. D'ailleurs, la phrase suivante manifeste une logique complètement absurde ici. C'est pourquoi ils étaient les premiers à boire. Donc manger favorise la mémoire, c'est pourquoi ils sont les premiers à boire. Donc, ici, ça exhibe la différence entre déjeuner et boire. Déjeuner, ça veut dire arrêter le jeûne, étymologiquement. Et arrêter un jeûne, c'est manger. Ici, il y a un raccourci entre ce qui se mange et ce qui se boit. Et donc, ils justifient leur alcoolisme, ici, leur amour de la boisson, par les vertus que cela aurait sur la mémoire, alors que c'est complètement l'inverse. Ici, ça, c'est sous-entendu. Je m'en trouve fort bien et n'en digne que mieux. Oui, évidemment, c'est son confort que Gargantua met en avant, s'en trouver fort bien. Ça veut dire que ça le dérange pas, et même qu'il est plutôt à l'aise avec ça. Et ensuite, il nomme le coupable principal, Maître Tubal, tout en rappelant quel prestige il a, puisqu'il a été premier dans ses études, dans sa licence. Le principe de Maître Tubal, c'est un principe qui n'est pas idiot théoriquement. Il ne faut pas courir vite, mais partir de bonne heure, c'est ce qu'il dit ici. L'avantage ne consiste pas à courir bien vite, mais à partir de bonne heure. Mais ce principe est extrêmement mal appliqué, puisqu'il l'applique à la boisson, au fait de boire de l'alcool. Et c'est pour ça qu'il en tire le proverbe « Lever matin n'est point bonheur, boire matin est le meilleur ». Donc on a vraiment, à coup de petites rimes qui se retiennent facilement, on a mis dans l'esprit de Gargantua des idioties. Ce qui révèle d'ailleurs que tous les proverbes ne sont pas bons à suivre. C'est pas parce que ça rime que c'est vrai. Le lever matin, boire matin est mis en opposition, et ça cristallise ce qu'il nous a raconté. Lever matin, ici, si on l'entend comme lever très tôt, n'est pas le bonheur, donc c'est pour ça que Gargantua se lève tard, et boire matin est meilleur, c'est pour ça que Gargantua commence à manger et boire très tôt. Dans ce qui précède, il y a un défaut logique dans cette phrase-là, puisque le maître Tubal, dont ici on rapporte le raisonnement, s'imagine que il ne faut pas boire d'état comme des cannes, ce qui veut dire énormément. C'est ce qu'on a avec cette répétition ici. Le texte en moyen français dit ata, et les cannes, c'est la canne, c'est la femelle du canard, et les canards sont connus pour mettre souvent le bec dans l'eau, c'est-à-dire pour boire très souvent. Donc c'est pour ça ici que la comparaison justifie. Et la logique de notre de maître Tubal ici, c'est d'en déduire que puisqu'il ne faut pas trop boire, alors il faut commencer très vite. Ce qui est bien une forme de sophisme, c'est-à-dire de déduction logique qui n'est pas valable, qui repose en fait sur des prémices fausses, ou au moins une prémisse fausse, que de toute façon il faut boire. C'est ça qui est faux ici. Non, on n'est pas obligé de boire ni le matin ni à tas. C'est comme si on était obligé de boire le matin ou d'état. Comme s'il n'y avait que ces deux alternatives, alors qu'évidemment il y a la possibilité de ne pas boire ou de boire modérément plus tard. Donc Ponocrate a beaucoup de choses à corriger chez son élève, et pour conclure, je dirais que puisqu'on s'était demandé comment ce récit faisait la satire de manière comique, ici, il faut montrer que le comique vient de plusieurs choses. D'abord, il y a l'exagération et l'absurdité de cette routine faite de gambades dans son lit, de repas exagérés, de boissons, et le tout avec énormément de paresse, en se livrant à ses pulsions animales les plus du bas corporel, notamment dans cette énumération. Et puis il y a aussi autre chose qu'on a pu voir, c'est que à chaque fois, il y a une logique qui est censée justifier ces très mauvaises habitudes. Et c'est justement le défaut des sophistes pour Rabelais, c'est de justifier leur vie fainéante et leurs préceptes bas, qui sont ignobles, immondes, par des autorités. Ici on a vu qu'il y avait des arguments d'autorité, ou une logique qui en réalité est complètement défaillante. On peut en ouverture renvoyer au chapitre suivant au pluriel, dans lesquels Ponocrate va commencer à mettre en œuvre
la bonne éducation. Je ferai sans doute une vidéo justement sur un passage où on a un exemple de bonne éducation humaniste selon Ponocrate, une éducation sportive qui respecte le cycle naturel et qui repose sur le bon sens et la logique. Bien, c'était un plaisir de travailler ce texte avec vous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.